Ok, fait que dans le fond, avec les. Ben vous, cette session-ci, j'ai vu le courriel de Joël. Vous avez juste à apprendre le modèle du coût. Fait que dans le fond, le modèle du coût, c'est quoi? Comment ça fonctionne? C'est que. Dans le fond, tu as la comptabilisation initiale. Fait que dans le fond, c'est un actif. Fait que quand on l'acquiert, ça va être au débit. Fait que. L'IMO corporel, ça pourrait être une machine, ça pourrait être un terrain, un immeuble, ça pourrait être tout ça. Dans le fond, c'est à quel montant qu'on comptabilise l'actif, ça va être à la juste valeur de la contrepartie qui est cédée. Ça, c'est en règle générale. Mais en comptabilité financière, généralement, c'est ça de toute façon. On comptabilise qu'est-ce qu'on reçoit à la juste valeur de qu'est-ce qui est cédé. Fait qu'à la contrepartie cédée. Fait qu'ici, ça pourrait être une seule contrepartie. Disons caisse. Je veux dire 400 000. Mais il pourrait avoir d'autres contreparties aussi. Fait que, disons qu'il y a caisse 400 000, mais qu'il y a 2 paiements ou 3 paiements futurs que on doit faire en plus du 400 000, d'également 400 000 dans le futur. Ben, à la comptabilisation initiale, j'ai une partie qui est payée maintenant à crédit caisse, puis une partie que c'est un passif financier. Fait qu'on va dire, disons, effet à payer. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec les passifs financiers? C'est des montants qui s'échelonnent sur plus qu'un exercice. On va les actualiser à la valeur d'aujourd'hui à la comptabilisation initiale. Fait que le montant ici au crédit qu'on va mettre pour la deuxième contrepartie, ça va être PV sur la calculatrice financière. Fait que disons que c'est 3 paiements futurs qu'on va faire en plus de 400 000. Fait que ce serait N3. Et on va dire 5% sur le marché. PMT, ça va être 3 autres paiements de 400 000. Fait que PMT 400 000. FV, ce serait si il y a un paiement futur à la toute fin. On va dire 0. Fait qu'on fait compute. Fait qu'on rentre les 4 variables qu'on sait. Puis après, on fait compute PV. Puis là, ça nous donnerait 1 million 89. Exactement, ouais. Parfait. Fait que ça, c'est le deuxième montant qu'on met en contrepartie. Les passifs financiers, que ce soit un effet à payer ou c'est ça, c'est plusieurs paiements qui s'échelonnent sur le long terme. On veut les comptabiliser à la valeur actualisée qui est le PV. Fait que ça serait ça la deuxième contrepartie. Fait que si c'est juste un actif qu'on acquiert, on ferait le total de la contrepartie pour obtenir cet actif-là, puis on lui donnerait cette valeur-là, tout simplement. Fait que cette situation-là n'est pas trop compliquée. Mais si la situation c'est plutôt que on acquiert plusieurs IMO pour un paiement en lot. Fait qu'on paye un certain montant, ici c'est 400 000, plus on s'endette d'une juste valeur actualisée de 1 098 299 qu'on a mis dans un compte de passif effet à payer. Fait que là, dans le fond, si c'est plus qu'un IMO, on va dire ici que l'IMO corporel ici c'était une voiture. Puis c'était également une autre voiture, mais d'un modèle différent. On va dire Tesla, puis l'autre c'était Toyota. Fait que là, on les comptabilise distinctivement. Ça aurait pu être un terrain, ça aurait pu être un immeuble, peu importe. On veut répartir le total de contrepartie. Ça, cette contrepartie-là, c'est pour acheter les deux en même temps. Fait que là, quelle valeur qu'on donne à chacun, à chaque IMO, du total de la contrepartie. Qu'est-ce qu'on va faire pour régler la situation? On va se demander c'est quoi la juste valeur de chacun sur le marché. Par exemple, dans l'énoncé, ça pourrait dire que c'est le prix de vente. Fait que c'est quoi leur juste valeur à eux? Dans l'énoncé, ça va être dit, mettons, le prix de vente de la voiture, en ce moment, ce serait ça. Puis de l'autre voiture, ce serait ça. Fait qu'on veut la juste valeur de chacun. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? Le total de la contrepartie pour les deux. On fait la somme.
Fait que ça serait le 400 000 caisse plus la valeur actualisée du passif financier effet à payer 1 million. Ça fait une contrepartie totale payée de 1 498 299. Fait que la contrepartie totale payée, on va la répartir entre les deux actifs acquis pour l'achat en lot, selon leur juste valeur. Fait que la juste valeur de la voiture 1 Tesla, on va dire que c'était, on va exagérer, mettons, 100 000. Puis, de la Toyota, on va dire 50 000. Fait que là, pour savoir la valeur que je comptabilise à la comptabilisation initiale pour la première, la Tesla qui a une juste valeur de 100 000, on fait la contrepartie totale payée pour les deux, multipliée par la juste valeur de celui que je veux savoir, la Tesla. Fait que sa juste valeur 100 000, son prix de vente actuel sur le marché, 100 000, sa juste valeur à lui, divisé par la juste valeur des deux actifs que j'ai acquis aujourd'hui. Fait que divisé par 150 000. On fait ça. Puis le résultat, c'est le montant qu'on comptabilise initialement pour cet actif-là. Fait que ça, cette formule-là, on le fait dans le cas qu'on fait un achat en lot de plusieurs actifs pour une contrepartie totale payée. Fait que là, le problème, c'est quelle partie de la contrepartie qu'on donne à chacun, mais on le répartit selon leur juste valeur, en proportion de leur juste valeur sur la juste valeur de tous les actifs acquis à ce moment-là. On répartit le total de la contrepartie. Exactement, ouais. C'est comme ça que tu répartis la contrepartie totale payée entre les deux actifs acquis. Fait que pour ça, est-ce que tu comprenais ce que j'ai fait? Ok. Ah, ok, ça marche, ouais. Fait que, dans le fond, ça donnerait 998 866. Fait que là, il en reste un actif à comptabiliser. Fait que tout comme tu as dit, oui, ce serait exactement ça qu'il faudrait faire. On prend la contrepartie totale payée de 1 498 000. Mais au lieu de faire fois 100 000 divisé par 150, on ferait fois 50 000, la juste valeur de l'actif qu'on veut vérifier, combien qu'on comptabilise, divisé par 150 000, puis ça donnerait le montant ici. Ou sinon, tout ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on sait qu'il reste juste un actif à comptabiliser, puis qu'on a une contrepartie totale payée de 1 498 000, fait qu'on ferait 1 498 000 moins qu'est-ce qu'on a comptabilisé ici. Puis ça donnerait le même résultat. Fait que ça serait... faut que l'écriture balance, fait que c'est sûr que ce montant-là, si on fait la formule aussi, ça va être 499. 433. Puis si on ferait la formule, ce serait ce montant-là aussi. Fait que pour ça, tu comprends ce que j'ai fait. Ok. Ok, parfait. Fait que ça, c'est vraiment la comptabilisation initiale. C'est la situation qui peut être un peu plus difficile, c'est quand il y a plusieurs actifs acquis d'un seul coup en lot. C'est de faire la répartition selon la juste valeur. Aussi, le passif effet à payer, de l'actualiser sur les montants impayés. S'il y a un montant qui est payé le jour même, on l'exclut du N. Ça aussi, de ne pas oublier. Fait que c'est pas mal ça pour la comptabilisation initiale. Puis dans le fond, avec la méthode du coût, ça c'est la comptabilisation initiale. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque clôture d'exercice, mettons X1, on veut comptabiliser l'amortissement. Ça, c'est sûr. À moins, si c'est un terrain, c'est pas amortissable, donc non. Mais du moment que c'est un actif, une immobilisation corporelle amortissable, on va comptabiliser l'amortissement à chaque clôture. Fait que 31 décembre, amortissement, puis crédit, amortissement cumulé. Pour chacun de nos IMO. À cause que chaque catégorie d'IMO, ils auront peut-être un taux dégressif différent ou amorti selon une méthode différente. Par exemple, nos machines, mettons, ça serait dégressif, que, mettons, nos immeubles, ça serait linéaire. On peut amortir différemment selon la catégorie. Fait que ça va être marqué dans l'énoncé anyway. Mais à chaque clôture, on va comptabiliser l'amortissement. Puis ici, ça va être soit comptabilisé selon la méthode linéaire. Linéaire, c'est quoi le calcul? C'est valeur comptable moins valeur résiduelle divisé par durée utilité. On va marquer les trois formules un à côté de l'autre. Comme ça, ça va être tout au même endroit. Ça, c'est le linéaire. Ça, c'est le calcul. Puis la charge d'amortissement, ça va être la même à chaque année. À moins qu'il y ait une dépréciation,
à partir du moment qu'il y a une dépréciation des exercices suivants, la charge d'amortissement linéaire sera plus basse à cause que la provision pour dépréciation au crédit va faire diminuer la valeur comptable de l'IMO, tout comme l'amortissement cumulé. Mais s'il n'y a pas de dépréciation durant la durée de vie utile, à chaque année, ce sera la même charge d'amortissement linéaire jusqu'au dernier N, puis ça va ramener sa valeur comptable à 0 au dernier N. Fait que ça, c'est l'amortissement linéaire. On ramène sa valeur comptable à 0 d'une manière égale à chaque année à travers l'amortissement puis l'amortissement cumulé. Dégressif, c'est quoi? C'est vraiment, on prend la valeur comptable résiduelle en date de l'exercice qu'on va calculer l'amortissement. Fait que ça va être un montant différent à chaque exercice. Fait que dégressif, c'est la valeur comptable résiduelle au moment qu'on comptabilise, à 31 décembre X1, X2, etc. Cette valeur comptable-là, fois le taux dégressif, ça va être marqué dans l'énoncé. Fait que si on aurait un taux dégressif de 40% au 31 décembre X1, je prendrais la valeur comptable que c'est en date du 31 décembre X1, fait que je dirais, mettons, pour la voiture 1, ben c'était 998,866. Fait que je prendrais 998,866 fois, mettons, un taux dégressif de 40%. Ça va être le même taux à chaque année. Ça ne va pas changer pour un IMO. Fait que ce serait 40% à chaque année. Fait que ce montant-là de 998 000 fois le taux dégressif de 40%, fait que fois 0,40, ça me donne le montant d'amortissement de l'exercice. Puis là, l'année d'après, on va prendre la valeur comptable qui est ajustée. Parce qu'à chaque 31 décembre, la valeur comptable va baisser de la charge d'amortissement. Fait qu'à chaque 31 décembre, avec l'amortissement dégressif, on prend la nouvelle valeur comptable, mais multipliée par le même taux dégressif. Ça donne la charge d'amortissement. Puis il faut faire attention, parce qu'avec l'amortissement dégressif, on ne considère pas la valeur résiduelle dans le calcul, mais avec les deux autres méthodes d'amortissement, linéaire puis fondée sur les unités, il faut considérer la valeur résiduelle. Ouais, ça c'est une des différences importantes aussi. Ouais. Puis aussi, deux choses. La linéaire et la dégressif, eux, ils considèrent le prorata du temps. Fait que si tu achètes des IMO durant l'exercice, pour le 1er 31 décembre, tu ne vas pas calculer sur 12 mois. Tu vas faire le résultat de la formule fois X sur 12 mois. Mais avec l'amortissement fondé sur les unités, ça s'en fout de la période de temps. La seule chose qui compte, c'est combien d'unités que tu as produit durant l'exercice, divisé par le nombre d'unités totales que ça peut produire sur la durée de vie utile. Fait que le prorata, il n'y a pas de prorata à faire de temps avec fondé sur les unités, mais avec les deux autres méthodes, oui. Ça, c'est important aussi. Fait que, dernière méthode à voir, fondée sur les unités de production. Fait que qu'est-ce qu'on fait? La formule ici, ça va être plutôt valeur comptable moins valeur résiduelle. Tout comme l'amortissement linéaire, ça considère la valeur résiduelle, mais le dégressif non. Fait qu'on ferme la parenthèse. Le résultat multiplié par le nombre d'unités qui a été produites durant l'exercice pour lequel on veut calculer l'amortissement. Fait que si on est au 31 décembre 2025, combien d'unités qu'on a produit en 2025? On va dire, disons, 100 000. Pour faire simple, on va pas dollars, mais plutôt unités ici. 100 000 unités produites en 2025. Puis là, à chaque année, c'est avec le même dénominateur. C'est le nombre d'unités totales que cet IMO-là peut produire sur sa durée de vie utile totale. Fait qu'on va dire 2 millions. 100 000 sur 2 millions d'unités que ça peut produire au total. Fait que là, on fait le calcul. Valeur comptable moins valeur résiduelle fois 100 000 divisé par 2 millions d'unités. Ça donne la charge d'amortissement pour 2025. Fait que c'est comme ça que ça marche pour fonder sur les unités produites. C'est vraiment selon les unités produites de l'exercice. Puis même pour le premier exercice, mettons on acquiert au 30 juin, puis il y aurait 6 sur 12 mois qui seraient passés seulement pour le premier exercice. Fondé sur les unités, on ne ferait pas à la fin de la formule fois 6 sur 12. Tandis qu'avec dégressif puis linéaire, on rajouterait la formule fois 6 sur 12 pour l'amortissement du premier exercice, vu qu'on ne l'a pas détenu 12 mois. Fait que c'est pas mal ça les différences entre chacune. Ouais. Ouais, exactement. Fait que tu vois les trois formules au même endroit puis les différences entre chacune. Fait que c'est vraiment ça les formules qui sont à maîtriser pour l'amortissement.
Dans le fond, ça c'est juste pour te dire, dans le fond, avec la méthode, on a la comptabilisation initiale ici. À chaque 31 décembre, tu as l'amortissement. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir être comptabilisé. Puis après avoir fait le calcul de l'amortissement, qu'est-ce qu'il faut faire avec le modèle du coût? C'est ça qu'il faut voir en 2240, c'est est-ce qu'il y a des indices de dépréciation? Est-ce que, mettons, on voit que les unités qui produites par notre IMO, ils valent moins de moins à chaque année. Fait que là, ça vaut moins. Peut-être que ça vaut moins que prévu. Puis ma valeur comptable est trop élevée. Fait qu'il y a des indices que finalement, mon actif, il vaut moins. Il va me rapporter moins d'argent que prévu. Ça, c'est un indice de dépréciation. Fait que si oui, il y a des indices de dépréciation, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, à ce moment-là, on effectue le test de dépréciation. Puis c'est quoi, dans le fond, le test de dépréciation? C'est que on prend la valeur comptable au 31 décembre X1 après la première crise d'amortissement. On prend cette valeur comptable-là, on se dit est-ce qu'elle est trop élevée par rapport à ce que ça pourrait me rapporter? Fait qu'on le compare à deux choses. Un, c'est la valeur nette de réalisation. Ce serait le prix de vente moins le coût pour le vendre. Moins le coût de vente, coût de sortie. Ou à 2, à la valeur d'utilité. Ce serait combien d'argent que ça pourrait me rapporter par année si je continue d'exploiter sur le restant de sa vie utile. Fait qu'il y aura un N, le restant des années utiles. PMT, combien ça me rapporterait en dollars de l'exploiter. FV, ce serait valeur résiduelle, mais sûrement 0. I, le taux d'actualisation. Puis là, on ferait compute PV. Puis, le plus élevé des deux, valeur nette de réalisation puis valeur d'utilité, ça va être celui avec lequel on va comparer la valeur comptable. Ça s'appelle la valeur recouvrable, le plus élevé des deux. C'est le terme, valeur recouvrable, c'est le terme qu'on donne pour indiquer le plus élevé entre VNR puis valeur d'utilité. Fait que le plus élevé des deux, on va dire que c'était VNR 50 000, valeur d'utilité 80 000 plus grand. Fait qu'on va comparer la valeur comptable au moment qu'on fait le test de dépréciation au plus élevé des deux. Fait que si la valeur comptable c'était 100 000, la valeur comptable est trop grande. Elle est plus élevée que le plus élevé des deux. Fait qu'il faut la diminuer du montant d'écart. Fait qu'on ferait une deuxième écriture au 31 décembre qui serait dépréciation débit de l'écart de 20 000. Fait que ce serait la deuxième écriture au 31 décembre X1. Après dépréciation 20 000. Puis crédit, provision pour dépréciation 20 000. Fait que ça, c'est presque tout ce qu'il faut savoir avec le modèle du coût. Sauf si, la deuxième chose qu'il faudrait savoir, ça serait juste, je sais que tu es précis, juste te le dire, ça serait une reprise de valeur. C'est qu'après, dans le futur, on a fait une dépréciation aujourd'hui, mais dans le futur, ça se peut qu'on vérifie si finalement on doit remonter la valeur de l'actif. Fait qu'on ferait un peu comme le principe qu'on a fait ici avec la dépréciation, mais ce serait le contraire. Est-ce que ma valeur comptable est plus basse que le plus élevé des deux? Puis là, on remonterait l'écart avec une reprise de valeur. Ce serait le contraire. Ouais, fait que c'est pas mal tout dans le fond. C'est vraiment ça qu'il faut maîtriser.